Bonjour à tous, bienvenue dans Africa Works. Aujourd'hui, nous vous emmenons au cœur du Congo, un pays qui s'est transformé en un véritable chantier. Des travaux sont entrepris depuis 2003, du sud au nord du pays, et c'est mené par la Délégation générale des grands travaux. La République du Congo mène depuis près de 7 ans une politique de construction et de réhabilitation des infrastructures de base impulsée par le président de la République. Nous avons découvert Brazzaville, la capitale, et son nouveau look, et du nord au sud du pays, le Congo tout entier est en chantier. Nous avons suivi Jean-Jacques Bouya, le délégué général aux grands travaux, dans sa tournée pour se rendre compte de l'avancée des travaux qui vont doter l'ensemble du pays de routes, d'aéroports, d'hôpitaux et d'autres ouvrages visant à drainer l'investissement et améliorer les conditions de vie des Congolais. Pour ce deuxième jour de tournée, notre hélicoptère atterrit à Madingu, ville qui se trouve à mi-chemin entre Pointe-Noire et Dolisie. Au programme, visite de la base vie de Nkayi, le chef-lieu de la Bwenza, qui compte environ 50 000 habitants. L'hélico a survolé notamment un champ de canne à sucre, produite industriellement sans irrigation, et plusieurs routes empruntées notamment par les constructeurs chinois au début de leurs travaux. Là, la poussière jaune ocre de Nkayi, qui donne sa couleur au taxi de la ville, permet à peine de distinguer les routes qui sont devant soi. À Nkayi, en marge des routes, Jean-Jacques Bouya nous a invités à visiter un projet d'irrigation d'eau pour éviter les inondations, car avant, la population de Nkayi se retrouvait piégée sous les eaux, noyée par l'eau des pluies. Puis, nous avons continué sur Kayi, à peine 6 km de Nkayi, pour visiter la base vie, ce lieu qui comporte à la fois logement, commodités et bureaux pour les ouvriers et l'ensemble du personnel de construction préalable à tout projet. Sur les bases vie cohabitent les constructeurs et les agents des missions de contrôle, puisqu'en parfait binôme, l'un ne va pas sans l'autre. Dans les chantiers, on fait tout. Il n'y a pas que les routes, il n'y a pas que les maisons, il y a aussi comment faire pour se nourrir. Voilà. Et on se nourrit. Et il y a l'élevage aussi. Ils ont tout sur place et ça, c'est la tomate. Nous étions à Dolisie d'abord pour les études et on nous a emmenés à la base ici à Kayi pour pouvoir s'installer et mener les études pour la route de Pointe-Noire-Brazzaville. Au sein du projet, nous sommes dans le compte des études au niveau de la mission de contrôle Aegis International. Donc, comment ça se passe la base de vie? C'est quoi une base de vie? Qu'est-ce qu'on fait ici? Bon, ici c'est combiné, il y a une base de vie où il y a des logements et aussi des bureaux que vous voyez à côté. Donc dans la base de vie, nous sommes des agents, on nous a logés ici dans des appartements à côté. Et nos bureaux sont là à côté pour faire des études de la route nationale. Mais une fois que le projet sera terminé, c'est dans combien de temps? Une fois que le projet sera terminé, qu'est-ce qu'on va faire de la base? Bon, ici, la base sera donnée puisqu'il y a beaucoup de bases depuis Pointe-Noire jusqu'ici. Le long des sections, il y a des bases, mais ça sera remis à l'État congolais. Vraiment, on a commencé les travaux à partir de 2008. Et puis, ça, c'est pour le premier tronçon de Pointe-Noire à Dolisie. Et actuellement, c'est le deuxième et troisième tronçon de Dolisie jusqu'à Brazzaville. Au total, 415 km à faire. Justement, je voudrais vous demander les conditions climatiques. Vous êtes venu dans une ville où il n'y avait rien, c'était difficile de construire. Comment ça s'est passé? Oh, vraiment, il y a trop de difficultés à faire. Vraiment, tu voyez un peu la base là, depuis octobre dernier. Bon, on a consommé presque 8 mois, 9 mois pour la base, la construction de base. Alors, il nous manque trop de matériel et de matériaux. On est obligé de les amener de la Chine. On achète ça au marché. Mais partout, c'est vraiment difficile. L'entreprise chinoise qui travaille sur les différents tronçons de la route nationale numéro 1 a en effet rencontré plusieurs obstacles dans la réalisation des travaux déjà effectués, comme le climat, le relief et l'environnement naturel. Mais jusqu'à présent, tous les obstacles ont pu être levés.
Oui, nous avons des difficultés, bien sûr. Comme dans tout chantier de construction, on ne peut pas prédire l'avenir avant de l'avoir vécu. Et nous rencontrons bien sûr des obstacles naturels, des obstacles humains aussi. Mais je dirais que sans grande difficulté, avec beaucoup de bonne volonté, tous les acteurs présents nous arrivons ensemble à éliminer un à un ces obstacles et à faire avancer le projet dans de bonnes conditions. Et je pense que les délais seront atteints par l'entreprise qui bénéficie de moyens considérables sans difficulté. Si le délégué général aux grands travaux met un tel point d'honneur à visiter les bases-vies, c'est parce que ces quartiers préfabriqués constituent véritablement l'étape préalable à la construction d'une route et le socle sur lequel repose la nécessaire cohésion sociale entre les acteurs impliqués dans un projet. À Madingu, la délégation est certes accueillie par des groupes de danse folklorique, heureux de savoir que la route qui les reliera bientôt à Dolisie, Pointe-Noire ou même Brazzaville passe par chez eux, mais dans la ligne d'accueil se tient également un groupe de jeunes hommes mécontents, qui espèrent également porter leurs revendications à la connaissance du patron des grands travaux. Il y a des fois, lui, les aéros, il va aller, comme il est plus connu chez les Chinois, il va dire aux Chinois que non, celui-là ne travaille pas. Les Chinois vont dire que non, il coupe. Il coupe, il faut, bon, toi, couper comme toi, tu ne connais pas travailler, on te coupe les fiches. Il prend maintenant son cadeau, soit son neveu, ou soit son fils, qu'il a amené aux Zaïre, il met derrière, et puis toi, tu perds le travail. Il y a de ces gens, il y a des fois, ça fait depuis les erreurs, dès que les erreurs arrivent, il y a de ces gens, dès le moment où il arrive, on nous donne les fiches. Mais chez nous, ici, là, le Congolais, tu vois, il y a des fois, ça fait même il travaille au moins 2 mois, 3 mois, pas de fiches. Mais il y a les erreurs, quand il arrive, le même jour, on lui donne les fiches. Il travaille. Mais nous, ici, là, on ne travaille pas. Cette association des chauffeurs dénonce, d'après eux, l'incursion de travailleurs originaires du pays frère, la République démocratique du Congo, sur leurs terres qu'ils appellent Totoya Beto. Pour les Congolais en quête de travail, que ce soit à Madingu ou d'autres zones reculées, les grands travaux constituent une véritable manne professionnelle. Or, ces derniers se plaignent de ne pas en profiter et pire, d'être discriminés par les entrepreneurs chinois. À l'origine de cette discrimination, entre autres problèmes, l'absence de communication. Les Congolais dits démocratiques, ayant plus d'expérience avec les entrepreneurs chinois, auraient ainsi un avantage sur les candidats locaux et se feraient donc embaucher presque automatiquement. Pourtant, selon la DGGT, les Congolais ne sont pas oubliés, mais ils doivent justifier d'une qualification suffisante. En ce qui nous concerne, par exemple, quand on veut regarder le grand tronçon qui va être lancé, qui est en train d'être lancé entre Dolisie et Brazzaville, il est prévu, sinon, à peu près 5000 employés congolais. 5000 employés congolais. Bon, c'est toujours dans la périphérie du voisinage, donc on peut trouver ça et là aussi d'autres qui reviennent parfois des pays voisins et qui profitent de l'emploi parce que l'expertise est une chose aussi. Donc nous avons là nos attelants à demander à l'entreprise de former davantage pour avoir une main-d'œuvre véritablement qualifiante, parce qu'il faut qu'elle soit qualifiante pour réaliser les travaux de qualité. Quand nous avions visité les voiries urbaines dans la ville d'Nkayi, il s'agit là d'un projet d'assainissement de cette ville, et vous avez remarqué au moment où nous faisions les assainissements qu'il y avait beaucoup de jeunes. Donc il s'agit là des sous-traitances que nous demandons aux entreprises de faire avec les entreprises locales, les petites PME. Il y en avait par exemple au total à peu près 26 entreprises qui travaillaient simplement sur l'assainissement. Et évidemment, il y a beaucoup d'emplois qui se créent. Et sur l'autoroute, vous voyez, entre Dolisie et Brazzaville, Dolisie-Mindouli, c'est à peu près 208 km, réalisé en 3 tronçons. Et là aussi, il y aura à peu près plus de 1000 employés. Et entre Mindouli et Brazzaville, peut-être près de 1500, donc on a à peu près 2500 Congolais qui vont effectivement travailler. Et l'objectif, c'est surtout de les former, que cette main-d'œuvre devienne véritablement qualifiante. Donc c'est vrai qu'il y a des contraintes, on les pousse, il y a des contraintes,
Et bon, il y en a qui peuvent penser que quand on y arrive, tout tombe, on se réveille, on a ce qu'il faut. Et ça ne se passe pas comme ça. Il faut travailler, il faut apprendre, il faut avoir le métier, être qualifié. Et à partir de là, effectivement, rendre le travail de qualité pour que le maître d'ouvrage qui aura réceptionné ce travail ne puisse pas en vouloir. Là encore, nous avons la chance de découvrir la ville par les airs. Notre équipe atterrit sur une piste et très vite, les enfants des environs accourent vers l'hélico malgré les nuages de poussière qu'ils soulèvent. L'accueil est peut-être modeste, mais il est chaleureux et spontané. Notre trajet du jour, Sibiti, Mapati, Zanaga, Ibé. Ici se construisent 3 ponts de 11 mètres linéaires sur l'axe Sibiti-Mapati-Zanaga, un axe vital dans la région. Bilan de la première étape de la tournée des grands travaux. Aujourd'hui, nous avons donc visité la deuxième partie de cette route, dite lourde, donc entre Dolisie et finalement Brazzaville. Mais nous nous sommes arrêtés dans la deuxième phase, donc en visitant évidemment les bases de vie qui sont réalisées entre Dolisie et Brazzaville. On en a choisi 2, ce sont les mêmes un peu partout sur la route, donc pour voir comment l'entreprise s'installait. Et aujourd'hui, nous sommes convaincus qu'elle est bien installée. Et sur chaque tronçon, évidemment, déjà 10 km en train d'être réalisés sur chaque tronçon. Et on peut dire que oui, comme nous l'avons dit à Kayi, à Madingu, à l'entreprise, le délai de maximum 4 ans, donc maximum fin 2014, devrait être atteint pour que cette route dite lourde entre Pointe-Noire arrive, entre Pointe-Noire et Brazzaville, arrive à Brazzaville à la fin de l'année 2014. Il s'agissait d'abord de regarder donc, cette route nationale numéro 1, donc dite lourde, entre Pointe-Noire et Brazzaville, donc, notamment entre Dolisie et Brazzaville, que nous avons pu visiter par l'installation du chantier, évidemment, et les débuts des travaux. Et nous sommes venus vers cette route intérieure préfectorale, donc, qui va notamment relier la nationale par l'Oudima, quitter la nationale numéro 1 par l'Oudima, venir vers Sibiti, là où nous nous sommes arrêtés pour visiter cette route, qui finalement ira vers Zanaga, in fine ira vers les Kana et va déboucher sur une autre route préfectorale qui va à Ngo et qui retrouve la route nationale numéro 2 qui, elle, va à l'extrême nord jusqu'à Ouesso et vers la République du Cameroun. Donc il s'agit là d'un vaste programme d'aménagement du territoire et nous tenons donc à faire en sorte que ce pays devienne véritablement un pays carrefour où on peut circuler du nord au sud, où que les voisins peuvent aller aussi du nord au sud et que le reste de l'Afrique puisse trouver par ici un véritable point de passage. Sans amertume, laissons le bitume. Nous sommes aujourd'hui à Dolisie, dans la 3e ville du pays, plus connue sous le nom de Lubomo. Enfin, c'est son nom authentique. Ici abritera très bientôt un collège d'excellence, le collège de Mbunda, que vous pouvez voir derrière nous. C'est ici que le président Denis Sassou Nguesso a fait ses classes, avant les indépendances. Désireux de redonner à Dolisie, plus connu sous son nom authentique de Lubomo, en référence à la rivière du même nom qui coule au sud de la cité, désireux donc de redonner à Dolisie son éclat d'antan et surtout son dynamisme économique, le président congolais a décidé de doter la ville de plusieurs attributs indispensables au rayonnement de Dolisie, comme une gare centrale, un grand marché, un hôpital général rénové selon des normes ultramodernes et se voulant accessible et performant. Et un des objets de la fierté nationale retrouvée se trouve également à Dolisie. Il s'agit d'un des 2 établissements secondaires d'excellence que le Congo comptera dans un futur très proche. Et oui, Dolisie, 3e ville du pays en termes d'importance et forte d'environ 100 000 habitants, abrite désormais le premier collège-lycée d'élite, et plus précisément un Mbunda, où se trouvaient déjà les bâtiments de l'ENI, l'école normale des instituteurs, où sont passés de nombreux cadres congolais avant et après les indépendances. Peu après la guerre de 1997, qui avait fait fuir beaucoup d'opérateurs économiques, les bâtiments de l'ENI avaient été mis à la disposition de l'armée congolaise pour sécuriser et pacifier totalement la région. Et pour répondre aux exigences d'excellence voulues par le chef de l'État, le collège de Mbunda est composé de 4 bâtiments dortoirs de 600 places, 6 bâtiments destinés aux cours des classes allant de la 6e à la terminale, d'un amphithéâtre et de 4 bâtiments annexes, sans oublier bien sûr le réfectoire.
C'est sur la base des acquis de l'école normale des instituteurs que s'est construit le collège-lycée d'élite de Mbunda, accessible sur concours uniquement. L'école normale des instituteurs, c'est comme ça qu'on appelle, à l'époque, c'est comme ça qu'on l'appelait, école normale des instituteurs. Et je suis rentré à cette école pour venir étudier de 76 en 79. Mais je n'ai pas terminé toute la formation ici parce que de 76 en 77, bon, j'ai passé toute la première année. Et après, on a construit une autre école à Dolisie. Là, c'est vraiment dans la ville que l'école normale des instituteurs avait été déportée à Dolisie en 77. Bon, 77, c'est là où j'ai terminé, de 77, 78, 79, 2 ans que j'ai passé à Dolisie, à la nouvelle école, parce qu'il fallait unir les filles et les garçons. Les filles qui fréquentaient à Mouyosi et les hommes, on a bâti une nouvelle école normale à Dolisie et c'est là-bas où nous sommes allés terminer la formation. Autrement dit, quand j'ai passé ma première année ici, c'est de 76 à 77. Bon, le niveau d'accès ici, c'était le BPC aujourd'hui, mais à l'époque, c'était le BMG. Dès que tu arrives en 3e, si tu es admis au BMG, alors vous vous présentez au concours d'entrée à l'école normale des instituteurs et en ce moment-là, si vous êtes admis, vous venez fréquenter ici. Bon, les lieux, quand on arrive, j'étais encore, à quel âge je suis arrivé ici? Je pense 20 ans ou 21 ans. Et quand on arrive, il y avait partout de l'herbe. C'était vraiment de l'herbe. Et les bâtiments que vous voyez en face, c'est le dortoir. Et l'administration, c'était par ici. Et les salles de classe et l'administration étaient par là. Mais je ne reconnais plus, parce que le milieu a tellement évolué, a tellement changé, je ne reconnais plus exactement. Mais bon, maintenant les professeurs vivaient de l'autre côté. Parce qu'on ne pouvait pas mélanger et les professeurs et les étudiants. Là, ce long bâtiment, après celui-là, c'est là où nous prenons les repas, le dortoir, et plutôt le réfectoire. Voilà. Et de temps en temps, il y avait un cours d'eau qui traversait là-bas, et c'est là-bas où nous allons prendre le bain. Chaque soir, après la classe, on allait se doucher là-bas. Voilà. C'est une évolution. On est passé de l'école normale à un lycée d'excellence. Je pense que vraiment le président Sassou a bien réfléchi. Parce qu'on ne pouvait pas démarrer, puisque c'est une très vieille école. Donc de l'école normale, passer à un lycée d'excellence, c'est intéressant. Nous avons réhabilité Mbunda, nous l'avons fait à 4 entreprises. 2 entreprises congolaises et 2 entreprises chinoises. Moi, en tant qu'entreprise congolaise, j'ai réhabilité 12 logements des enseignants, logements de professeurs, de proviseurs, de tous enseignants. Et j'ai fait en plus toute la clôture de 3 km pour sécuriser Mbunda. Et en ce moment, je suis en train de faire les aires de jeux de sport, c'est-à-dire que le stade de football, le stade de handball, le stade de basketball, volleyball, éclairé, bien cimenté. Et le nettoyage général du site, c'est moi qui l'ai fait aussi. Ça a l'air impressionnant, on dirait les travaux d'Hercule. Hein? Comment vous avez trouvé l'état du site quand vous êtes arrivé? C'est un site abandonné, délabré, dans l'herbe. La preuve en est qu'on a tué en désherbant, en faisant le nettoyage général, nous avons tué 6 CBT. 6 CBC. Ça prouve que c'est la haute herbe. Vous pensez que les jeunes Congolais pourront venir jusqu'ici étudier? Ah si, ils viennent jusqu'ici. La preuve en est que notre président est parti de Wando pour venir étudier ici. Donc ça c'était il y a 50 ans. Aujourd'hui, c'est plus aisé encore de venir étudier en Mbunda. Vous savez que quelles que soient les richesses que possède un pays, la plus grande richesse, c'est
c'est la connaissance. Il faut instruire les gens, qu'ils aient le meilleur niveau, déjà pour prendre la relève de demain et continuer à construire davantage le pays. Donc il faut une véritable expertise nationale, mais il faut commencer par le bas. Il faut commencer par les jeunes, les former, et faire donc des écoles d'excellence. C'est ainsi qu'il a été décidé par le président de la République de mettre en place deux lycées d'excellence, deux complexes scolaires d'excellence, donc qui commencent par le secondaire, la 6e, jusqu'en terminale. Et peut-être qu'on en rajoutera éventuellement des prépas pour amener les gens vers l'excellence et en faire des grands ingénieurs, des polytechniciens. Vous vous souvenez qu'avant-hier, nous nous sommes arrêtés sur un arbre. Hein? Nous sommes arrêtés autour d'un arbre et nous regardons les uns les autres qui ont pu placer leur nom. Et c'était à l'époque où le président lui-même était ici, dans les années 60, pour évidemment apprendre avec l'ancienne formation coloniale de formation d'excellence. Venaient ici des élèves de tout le pays, de partout, parce que lui, il est arrivé de la partie nord du pays, avec une information, avec un concours réalisé. Il réussit à un concours, on vient le rechercher. Et dans un village, on l'accompagne dans une ville comme une petite ville Makwa, où arrivait un avion, les Nord D62 de l'époque. Voilà, les parents l'accompagnent et il les rentre pour venir ici, il décolle. Et vous voyez, à l'époque, quand quelqu'un, il n'y avait pas de voie de communication entre, par exemple, ici ou Brazzaville et la partie nord du pays, c'était l'époque coloniale. Donc, vous voyez un avion qui vient chercher votre enfant et puis il décolle. Vous voyez qu'il est parti dans les nuages. Bon, que la prochaine fois, ce sera par un courrier. Et le courrier peut arriver dans 2 ou 3 mois. Peut-être dans 1 an pour dire que j'étais bien arrivé à l'époque où vous m'avez vu aller dans les nuages. Tout est fait de telle sorte que ce soit un centre véritablement intégré où tous les systèmes sont mis en place pour que et les enseignants, et les élèves, et les étudiants, tous se retrouvent dans une vie véritablement conviviale. Et puis, c'est dans un espace complètement vert, donc ils s'entretiennent facilement. Les gens peuvent même, à la limite, créer les conditions de leur propre existence ici. À l'arrière, on peut faire des jardins. Comme vous avez vu, quand nous visitons les bases de vie chinoises, il y avait, les gens faisaient un peu d'agriculture à l'arrière. Hein. Ils mangeaient tout ce qu'ils produisaient sur place. Et on peut aussi inciter les étudiants, à travers des activités bien précises, à mettre en place tous ces systèmes-là. Et cela, on peut fonctionner et manger d'ailleurs dans les meilleures conditions. Hein. Bio, comme on le dit. Non, ce n'est pas très gigantesque. C'est plutôt convivial. Et puis ils seront nombreux, donc chacun a la tâche. On fera en sorte que les lieux soient rendus véritablement propres. Les travaux herculéens qu'entreprennent les autorités congolaises comportent aussi un volet social. Et la meilleure illustration se trouve également à Dolisie, au cœur du quartier évocateur du Mont-Fleury. Il s'agit de l'hôpital général de Dolisie, actuellement un des meilleurs hôpitaux du pays, vu la performance de ses équipements et la qualité des soins qui y sont prodigués en toute conscience des différences sociales. En effet, l'hôpital général de Dolisie, pouvant accueillir 208 lits et 200 employés, dispose de pas moins de 3 blocs opératoires, un bloc d'accouchement avec 5 lits, un laboratoire équipé, une salle de radiologie, de stomatologie, une pharmacie, une salle de kinésithérapie, plusieurs radios, une salle d'ORL et une cantine, ainsi qu'un réfectoire. Vieux de 20 ans, l'hôpital général de Dolisie conjugue la modernité de ses installations rénovées en 2009 par la Direction générale des grands travaux avec l'engagement social propre à toute institution publique, comme le précise avec force et passion le directeur de l'hôpital général de Dolisie, M. Mathias Ngassaï. On ne gère pas un hôpital comme un kiosque ou comme une boutique. On le gère selon les règles de l'art. Et cet hôpital est géré selon les règles de l'art. Parce que si je ne gérais pas cet hôpital selon les règles de l'art, peut-être que vous aurez trouvé ce qui se passe dans les autres hôpitaux. Parce que dans la plupart des hôpitaux africains, les hôpitaux sont des mouroirs. Le malade dit, moi si je vais là-bas, je ne serai pas soigné. Il préfère rester à la maison pour aller peut-être consulter un charlatan ou à l'église. Mais dans cet hôpital,
nous avons un slogan ici à l'hôpital général de Dolisie. Il y a un slogan qui est devenu même populaire. Et ici, il y a un slogan qui dit ceci: soignez d'abord, l'argent après. Et quand vous êtes dans d'autres hôpitaux, quand un malade arrive, s'il n'a pas l'argent, on le laisse mourir. Chez nous ici, c'est exceptionnel. Et je parle là devant témoin. Cet hôpital a une histoire spécifique. Pourquoi je dis que cet hôpital a une histoire spécifique? C'est l'unique structure hospitalière dans notre pays qui a été inaugurée 2 fois par le président de la République. La première fois, il a été inauguré le 1er février 1989. La deuxième fois, le 23 avril 2009. Cet hôpital a 20 ans d'existence. Donc, 20 ans d'existence, c'est déjà beaucoup. Et quand je dis c'est un hôpital qui a une histoire spécifique, on peut me poser la question pourquoi cet hôpital a une histoire spécifique? Parce que cet hôpital a été inauguré 2 fois. La première fois, je crois, vous savez ce qui s'est passé dans notre pays. Notre pays a connu la guerre. On ne peut plus reparler de ça parce qu'il faut éviter de remuer le couteau dans la plaie. C'est une page d'histoire qui est tournée. Donc, depuis que son Excellence, Monsieur le Président de la République, son Excellence Denis Sassou Nguesso est arrivé ici, ça nous fait aujourd'hui 2 ans et 3 mois. Et j'ai pris les destinées de cet hôpital depuis 2007. Parce que quand je suis arrivé ici, cet hôpital était en réhabilitation. Et tous les travaux se sont effectués devant moi. J'étais en même temps directeur et chef de chantier. Mais l'avantage pour cet hôpital, c'est qu'à la tête de cet hôpital, vous avez quelqu'un qui a été formé pour les hôpitaux. Moi, j'ai été formé en France, je suis spécialiste des hôpitaux. C'est pourquoi je suis très regardant. Parce que quand on gère un hôpital, on doit tenir compte des priorités. Quelles sont les priorités de l'hôpital? C'est ce que vous avez vu. C'est pourquoi cet hôpital est dans cet état. Parce que moi-même, en tant que directeur d'hôpital, je sais là où mettre le pied. Bon, vous savez vous-même, madame, en France, le directeur d'hôpital n'est pas une nomination, c'est un grade. Donc je suis directeur de grade, je ne suis pas directeur nommé. Maintenir cet hôpital dans cet état pendant 2 ans, ce n'est pas évident. Mais j'ai voulu mettre monsieur le ministre devant ses responsabilités pour dire que quelque part à l'hôpital général de Dolisie, il y a des choses qui se font selon les règles de l'art. C'est dans cette optique que j'ai amené monsieur le ministre visiter l'hôpital. Je suis mademoiselle Dombo Marsedi, je suis infirmière en pédiatrie, pratiquement 9 mois dans l'assiette de l'hôpital. Sinon ça marche bien parce que nous sommes dans des parfaites conditions ici, l'hôpital tel que vous voyez, vraiment tout le personnel est nourri par l'hôpital, ainsi que les malades aussi, ils sont parfaitement bien. Et compte tenu de nous-mêmes les infirmières aussi, en cas de besoin malade, nous sommes hospitalisés, c'est peut-être les produits qu'il faut acheter, mais sinon le frais d'hospitalisation c'est gratuit. Vraiment, ça se passe très bien. Par rapport à d'autres hôpitaux là où j'ai circulé, ici l'équipement c'est très bien parce que les blouses, ça se donne gratuitement, c'est offert gratuitement à tout le personnel. Et vraiment c'est bien par rapport à d'autres structures. Quand les parents sont devenus, il n'y a pas assez de moyens, nous prenons une prise en charge. Mais pour les parents qui sont vraiment parfaitement bons, et vraiment c'est bon. Le frais d'hospitalisation c'est 6 000 par jour. Et comme je viens de le dire tout à l'heure, ils sont nourris matin, midi et soir. Ouais. Nous sommes un hôpital qui pratique les prix les plus bas. À titre d'exemple illustratif, nous avons 3 salles d'hospitalisation. La première salle, nous avons des salles à 2 lits. Ces salles coûtent 15 000 francs, y compris le repas. Ici, les malades sont nourris matin, midi et soir. Nous avons des salles à 5 lits. Ces salles reviennent à 6 000 francs par jour. Le malade est nourri matin, midi et soir. Les 6 000 francs que le malade donne, si vous faites la comptabilité, sur les 6 000 francs que le malade donne, l'hôpital ne retire que 500 francs. Ça veut dire que nous faisons le social. Et nous avons les salles de VIP qui coûtent 25 000 francs. Ça, c'est pour les cadres. Un paysan, quand il est hospitalisé, il ne va pas aller dans une salle de VIP. Donc, c'est pour dire que nous pratiquons les prix les plus bas. En ce qui concerne les consultations, la consultation de médecine générale, elle revient à 2 000. Par contre, celle de médecine de spécialité, elle revient à 3 000. Ailleurs, ça se fait à 5 000. Chez nous, ça se fait à 3 000 en spécialité. Quand on a réalisé un tel ouvrage, c'est une importance capitale puisque c'est là le volet social, étant attendu par les populations, qu'on revienne sur nos marches pour voir à peu près comment les choses se présentent. Est-ce que l'hôpital est bien tenu? Est-ce qu'il n'y a pas de défaut quelconque? Et puis il est important que nous venions voir à mi-parcours. Et nous sommes véritablement satisfaits de ce que nous voyons. Cet hôpital est très bien tenu, vous l'avez vu avec nous. Les équipements sont en place, fonctionnent bien. Et nous pensons que
on est satisfait à mi-parcours. Mais il fallait quand même revenir puisque, in fine, vous construisez quelque chose a été réalisé, mis à la disposition des bénéficiaires et puis vous tournez le dos, vous partez. Vous ne savez pas ce qui se passe et éventuellement vous écoutez par les médias, ah oui ça ne marche pas bien, ah, ça a été mal fait et vous êtes surpris. Il est toujours essentiel qu'à mi-parcours on revienne, on regarde. Et 2 ans et 3 mois, cet hôpital a été rendu fonctionnel il y a 2 ans et 3 mois. Et aujourd'hui, nous sommes venus voir, tous les services fonctionnent bien. C'est vrai qu'il manque évidemment quelques médecins du personnel puisqu'il était calibré quand même pour 200 personnes. 200 personnes et il n'en travaille que 135. Et j'espère que, évidemment, d'ici là, on peut créer pour compléter au fur et à mesure, mais c'est un bel hôpital qui sert non seulement à la ville de Dolisie, au département, mais aussi à la périphérie et parfois même au-delà de nos frontières. Donc c'est une très bonne chose et nous encourageons et nous félicitons le directeur de l'hôpital pour arriver à bien maintenir en état, laisser en état et continuer à entretenir cet hôpital comme il se doit.